Vous êtes assez nombreux ce matin. Hop. Je vais aujourd'hui donc vous parler de choses sanitaires, de la gestion du risque légionnel à laquelle vous êtes tous confrontés, et puis également de la façon dont cela s'articule dans le cadre d'une installation solaire thermique. Donc je suis Rafik Lenegger, ingénieur légionnel spécialisé en gestion du risque donc légionnel pour l'ACEP 49. L'ACEP 49, c'est une association de 1901, un groupement d'établissements type EHPAD et établissements hospitaliers. Donc, le bureau, c'est un ensemble de directeurs bénévoles. On regroupe actuellement 23 établissements adhérents pour différentes missions et 25 établissements adhérents supplémentaires uniquement pour la prestation légionnelle. L'idée, le concept, c'est de partager, de mutualiser un maximum les expériences et les ressources pour essayer de couvrir des sujets des thématiques un petit peu spécifiques pour lesquelles chaque établissement est un petit peu démuni dans son coin, mais ensemble, on arrive à faire des choses, à construire des choses et à avancer sur ces sujets. Donc, notamment le développement durable, les achats mutualisés, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le risque légionnel. Très rapidement, mes missions principales dans le cadre de cette prestation, c'est de faire des diagnostics des installations d'eau chaude sanitaire pour tous les établissements adhérents, pour les amener à une bonne connaissance de leur installation, de proposer des actions correctives pour tous les facteurs de risque que je peux identifier dans le cadre de cet audit, d'élaborer ou de valider le carnet sanitaire en vigueur, d'organiser également des sessions de formation des agents techniques, un petit peu à l'instar de ce que je fais ce matin, et puis également de suivre à la demande des projets d'extension ou de reconstruction pour servir d'interlocuteur avec les différents prestataires, bureaux d'études, plombiers et tout ce qui peut être un petit peu technique pour une équipe en interne. Voici comment ça se dérouler. Est-ce que tu peux juste mettre affichage en plein écran? Comme ça, on verra bien toutes les slides. Alors, je pensais l'avoir, c'est le cas pour moi, mais du coup… Ah, alors ok. Si tu mets diaporama… Est-ce que… moi, j'ai les petites slides sur les côtés, en tout cas. Oui. Je ne partage pas le bon écran, peut-être. Pourtant, c'est bien celui qui est en plein écran. Je revérifie. Est-ce que c'est mieux? C'est pareil. Sinon, c'est pas grave, on voit quand même. Hein. T'inquiète pas. Ah, c'est dommage, mais je ne vois pas quoi faire de plus. J'ai effectivement là, si tu vas dans l'écran. Si tu fais affichage… Je vérifie. Alors, je vais arrêter le partage et puis le relancer. On va faire ça. Ouais. Donc, on est bien sûr la présentation qui est ici. Dites-moi si ça change quelque chose. Je lance tout de suite le diaporama. Toujours pas? Non, je pense pas qu'il faut que tu fasses diaporama et que tu fasses vraiment affichage à droite de révision. Écran partagé. Je suis bien sur… je vais essayer ça dans ces cas-là, votre présentateur, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Je pense que vous allez voir la même chose que moi pour le coup. Ah oui, non, c'est pas mieux. Non, mais remets comme tout à l'heure, en vrai, ça passait. Hein. C'était pas dérangeant. Vous aurez de toute façon le support. Il vous oui. À la suite de la présentation. Carrément. Hop. On repart là-dessus. Ah, c'est bon. Tout arrive. Bon, désolé pour le contretemps. On repart sur donc, le déroulé de la présentation. Je vais vous présenter rapidement des petits rappels sur la légionnelle. C'est important puisque c'est le sujet du jour. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont on produit de l'eau chaude sanitaire, des principaux enjeux de la production solaire de l'eau chaude sanitaire, puis comment est-ce qu'on maintient en température un réseau d'eau chaude sanitaire et comment on s'en assure. Comment on s'assure également de garantir la qualité de l'eau jusqu'au point de puisage, notamment au niveau des douches. Et puis enfin, je ferai une petite aparté sur l'organisation et la lecture des prélèvements légionnels. Il y a souvent des questions là-dessus et parfois des réactions un petit peu hâtives suite à un prélèvement positif. La légionnelle, c'est quelque chose dont vous avez, je pense, tous entendu parler, que vous connaissez un petit peu. Très rapidement, c'est une bactérie qui est présente dans l'eau qui vous est fournie par la ville, mais en faible concentration. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle puisse se multiplier. Quand on dit légionnelle, on parle d'un ensemble de bactéries, le genre Legionella, qui regroupe plus de 50 espèces. La légionnelle qui nous intéresse spécifiquement dans le cadre de la prévention de la légionellose, c'est la Legionella pneumophila sérogroupe 1. Donc, elle est responsable de 94% des cas de légionellose. D'autres Legionella peuvent se multiplier dans vos réseaux.
mais très peu seront pathogènes. Ce qui est important de comprendre, c'est que quelle que soit la légionelle présente dans un réseau, si elle se multiplie, c'est que n'importe quelle légionelle pourrait le faire et que donc il existe des conditions favorables à la prolifération de cette bactérie qu'il faut adresser. Ici, je vous présente très rapidement la chaîne de contamination jusqu'à la déclaration d'une légionellose. Pour qu'il y ait une légionellose, il faut qu'il y ait des légionelles dans le réseau en concentration importante. Il faut que ces légionelles soient émises au niveau de micro-gouttelettes, puisque la légionellose est une maladie respiratoire. Vous pouvez boire de l'eau qui contient des légionelles. Normalement, il ne se passera rien, sauf si vous faites une fausse route, bien entendu. Et enfin, il faut que ces gouttelettes contaminées soient inhalées par une personne dont le système immunitaire est déficient. Dans le cas contraire, votre système immunitaire va se défendre et la bactérie n'atteindra pas les poumons. Mais si c'est le cas, elle s'y multiplie. C'est là qu'on a une légionellose, symptôme d'une pneumonie, fièvre, et puis létalité dans environ 15% des cas. Quelle est l'influence de la température sur les bactéries? C'est très important pour la partie prévention. Vous voyez ici qu'en dessous de 20 degrés, donc de l'eau froide contient des légionelles, et donc elles y vivent ou plutôt survivent, elles ne s'y multiplient pas. Au-dessus de 20 degrés, à partir de 25 degrés, on va dire, la multiplication des légionelles est effective, avec un optimum à 35-37 degrés. C'est la température à laquelle les légionelles sont cultivées par le laboratoire qui vient faire les prélèvements chez vous. Et jusqu'à 45 degrés, elles continuent à se multiplier un peu plus doucement. La prolifération s'arrête à 45 degrés. D'où la plage qu'on va essayer d'éviter, avec une petite marge à 50 degrés. En dessous de 50 degrés, on ne tue pas les légionelles. Au-dessus de 50 degrés, on commence à les tuer. Donc voilà pour ce qui va de cette constatation et de ces connaissances vont découler les consignes de température qui vont s'appliquer ensuite à votre réseau d'eau chaude. Au-dessus de 50 degrés, on tue les légionelles, d'autant plus rapidement qu'on augmente la température. Il est important de comprendre qu'il y a un couple temps-température à respecter pour éliminer des légionelles qui auraient pu se développer. Donc on a vu que la température était un facteur primordial pour favoriser le développement des légionelles. Il y en a d'autres. L'oxygène, la corrosion, présence d'ondes métalliques, le tartre, évidemment, qui va servir à la fois de nutriments et d'abri, et le biofilm, qui est la partie organique qui se dépose sur toutes les parois soumises à de l'eau, une couche un petit peu grasse qui contient des polysaccharides, des algues, des tas de micro-organismes, dont les légionelles. Et là aussi, c'est à la fois un substrat et un abri pour les légionelles. Donc, toutes ces conditions, malheureusement, on les retrouve dans les installations d'eau chaude sanitaire collective, compte tenu des volumes en place, dès lors que la conception le permet et ou que l'exploitation n'est pas suffisamment rigoureuse. Je tiens à vous rappeler que les réseaux d'eau froide sont également concernés dès lors que leur température dépasse 20 à 25 degrés, ce qui peut arriver dans des configurations un petit peu particulières. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Donc, de ces éléments découlent les consignes de température qui sont émises dans l'arrêté du 30 novembre 2005, donc caractère d'obligation. Pour éviter le risque légionnel sur un réseau d'eau chaude sanitaire, il faut produire l'eau à plus de 55 degrés en permanence. Si jamais le volume de stockage peut descendre sous les 55 degrés ponctuellement, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une montée en température à plus de 60 degrés au moins une fois par jour. Il faut également que le maintien en température sur tout le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire soit supérieur à 50 degrés en permanence. On parlera tout à l'heure de la notion de bouclage d'eau chaude sanitaire. Et donc, il faut que le bouclage en question soit également efficace. Il ne faut pas qu'on soit obligé d'envoyer à 70 degrés de l'eau chaude pour qu'elle revienne à 50 degrés. Donc, il faut considérer les pertes calorifiques du réseau qui sont conditionnées par plusieurs aspects, son architecture, son calorifugage notamment, et le fonctionnement de la circulation. Ces consignes de température, donc température élevée sur les réseaux d'eau chaude sanitaire, ils ont une conséquence directe, c'est le risque de brûlure des usagers. L'ARS Pays de la Loire communique depuis bientôt 5 ans maintenant sur le fait que chaque établissement doit prévenir le risque de brûlure au niveau de tous les points destinés à la toilette, plus particulièrement les douches, pour lesquelles on va s'attacher à limiter la température à 40 degrés. Et pour les autres points de puisage tels que les lavabos, on va se donner une limite à 50 degrés, ce qui signifie qu'il va falloir trouver un moyen de mettre en place un mitigage terminal. Mitigage terminal, en voici plusieurs exemples. Alors, au niveau des douches, on va clairement s'orienter vers des mitigeurs thermostatiques chaque fois que possible. Ce sont les éléments de robinetterie qui procurent le niveau de sécurité maximal. Au niveau des lavabos, en revanche, un mitigeur thermostatique, c'est un petit peu excessif, on va dire, parce que ça a quand même un coût élevé et puis parce que c'est relativement fragile. Vous disposez certainement, pour beaucoup d'entre vous, de mitigeurs monocommandes, la commande qui va de gauche à droite et pour régler l'eau chaude et l'eau froide.
Sachez que la majorité de ces éléments-là sont équipés d'une butée de température sous la forme d'une bague crantée, ici matérialisée, qui permet de limiter la course de la manette côté eau chaude pour empêcher le puisage en eau chaude uniquement. Donc ça se règle empiriquement. On déplace le cran de la bague de façon à avoir une position qui permette une température inférieure à 50 degrés. Il faut un thermomètre pour régler ça. Et ça dépend bien évidemment de votre température de distribution. Mais une fois que la position est fixée, vous appliquez la même sur tous vos robinets. Et une fois que c'est fixé, normalement, vous avez déjà grandement limité le risque de brûlure. Sauf cas vraiment exceptionnel, par exemple, coupure d'eau froide, mais c'est vraiment plus théorique qu'autre chose. Une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut mitiger dès la sortie de la production d'eau chaude sanitaire? Eh bien, la réponse dépend de votre type de production d'eau chaude. Si celle-ci est autorégulée, c'est-à-dire si vous êtes en mesure de définir une température de production d'eau chaude sanitaire qui va être commandée, et donc qui va être fixe, dans ce cas-là, vous pouvez fixer une condition de température de production qui soit entre 55 et 60 degrés, suffisant par rapport aux recommandations sans être trop élevé pour ne pas surconsommer sur le plan énergétique. Et si cette consigne-là est déjà fixée, il n'est pas utile de mitiger en aval. Ou alors le mitigeur va avoir quasiment la même consigne, donc deviendra inutile. Là où un mitigeage centralisé revêt une importance, c'est lorsque la température de production n'est pas forcément maîtrisée. Et c'est le cas notamment des installations solaires thermiques qui peuvent présenter des pointes à plus de 70-75 degrés en fonction de l'ensoleillement. Et auquel cas, on veut bien évidemment écréter le départ d'eau chaude sanitaire sur le réseau pour éviter d'une part le risque de brûlure et d'autre part éviter la dilatation des réseaux, tout ce qui peut dégrader les panoplies. Bien évidemment, ce sont des dispositifs relativement complexes et fragiles dont il faut se faire en sorte qu'ils soient entretenus et surveillés. Je vous présente à présent quelques exemples de production d'eau chaude sanitaire, les grands principes, et puis on aura quelques photos. On peut produire l'eau chaude sanitaire de façon instantanée, sans stockage. Je vais vous montrer ce qu'est un échangeur à plaques. On peut coupler un échangeur à plaques, qui est un corps de chauffe, avec un stockage modéré, quelques centaines de litres, voire 1000 litres. Ou bien on peut uniquement produire de l'eau dans des préparateurs, des ballons, qui sont alimentés en calories et qui vont donc constituer en général plusieurs milliers de litres pour couvrir les besoins de l'ensemble de l'établissement. Les sources d'énergie peuvent être variées, exclusives ou d'appoint, avec éventuellement du préchauffage, dont le solaire thermique dont on parlera tout à l'heure. Voici ce qu'est un échangeur à plaques. J'ai mis cette image pour bien fixer les esprits. Donc, l'échangeur à plaques, l'eau froide y entre, elle en ressort à la température qui est fixée au niveau du tableau de commande. On chauffe instantanément l'eau de 10 à 60 degrés, par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour arriver à cette performance, il y a un fluide caloporteur, qui est généralement le réseau de chauffage, qui vient alimenter cet échangeur à plaques. Et cet échangeur a une fonction très importante, c'est la fonction de découplage, c'est-à-dire que l'eau froide sanitaire qui rentre dans l'échangeur n'est jamais en contact, bien évidemment, avec le fluide caloporteur, et donc il n'y a aucun risque de pollution. Donc la qualité de l'eau froide sanitaire, qui redevient de l'eau chaude sanitaire, est garantie. Il n'y a aucun risque lésionnel à ce niveau. Voici comment cela se traduit sous la forme d'un schéma de principe assez simple. Tout ce qui se trouve à droite du pointillé bleu, c'est de l'eau chaude sanitaire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun stock de chaude sanitaire sur une production instantanée, donc une surveillance légionnelle très simplifiée, pas de risque de prolifération au niveau de la production de chaude sanitaire, bien évidemment. Le ballon qui se trouve à gauche, c'est juste un stock de calories pour épargner un petit peu la sollicitation des chaudières. Voici ce qui se passe lorsqu'on couple un ballon à un échangeur à plaques. Alors, on fait ça généralement pour écréter les besoins de chaude sanitaire. Par exemple, sur un EHPAD où les toilettes sont concentrées sur la matinée, l'essentiel des besoins sont concentrés sur quelques heures. Il faut qu'on puisse subvenir à tous les besoins en un temps très court. Donc, on constitue un petit stock de chaude sanitaire par l'intermédiaire de l'échangeur. C'est ce stock de chaude sanitaire qui va alimenter le réseau. 500 litres, c'est encore un ballon de taille modeste, mais malgré tout, c'est un stock avec un gradient de température. Il fait moins chaud en bas qu'en haut. Et donc, des particules peuvent s'accumuler. Vous verrez tout à l'heure un exemple. Et donc, tout ballon d'eau chaude sanitaire nécessite un entretien. Dans le cas d'une production accumulée, le problème est multiplié par le nombre de ballons et par leur volume. Donc, il n'y a plus d'échangeur à plaques. La source d'énergie, ça peut être une épingle d'eau de chauffage qui est baignée dans les ballons, ou bien une résistance électrique. On constitue un stock d'eau chaude sanitaire qui va généralement suffire pour les besoins de la journée, ou bien on a la puissance nécessaire pour répondre aux besoins.
Et donc, c'est ce stock d'eau chaude sanitaire, dont il faut s'assurer de la qualité, qui va alimenter l'intégralité de votre réseau. Donc là, chaque ballon doit faire l'objet d'une surveillance et également, dans certains cas, de prélèvements légionnels pour le dernier d'entre eux. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Pour fixer les esprits, voilà ce qu'on trouve lorsqu'on ouvre un ballon d'eau chaude sanitaire. On trouve plusieurs choses, du tartre sous différentes formes, ça peut être des paillettes comme ici, ou bien parfois même une semelle de tartre dans certains cas. On trouve écoutez, de la corrosion, on trouve des boues là, qui ont déjà été pas mal éliminées, mais comprenez que ça accumule un certain nombre de particules. Toutes les particules acheminées par le réseau d'eau froide sanitaire vont transiter et parfois séjourner dans le ballon. Donc ça nécessite de vérifier l'intérieur de votre ballon, de le nettoyer régulièrement et puis bien évidemment de le désinfecter. Et puis quand on vérifie l'intérieur d'un ballon, on peut parfois anticiper des problèmes tels que des percements. Donc les consignes d'utilisation d'un ballon de jeu sanitaire, sa consigne de production ou de stockage supérieure à 55 degrés. On s'assure qu'on n'a pas trop de stock de chaude sanitaire pour que son volume soit renouvelé, idéalement tous les jours. On veille à éliminer régulièrement les dépôts. Normalement, un ballon d'eau chaude dispose d'une purge en point bas avec une vanne. En ouvrant la vanne, on élimine les particules qui se sont sédimentées. On a une eau un peu colorée, donc on repart pour quelques semaines. Un ballon doit être nettoyé, donc désemboué, détartré, puis désinfecté tous les ans, désinfection thermique ou chimique, selon ce que le fabricant préconise. L'important, c'est de le faire régulièrement et ça vous permet, lorsque vous faites un prélèvement sur votre ballon, un prélèvement légionnel sur votre ballon, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà en résumé ce que devrait comporter un ballon d'eau chaude sanitaire, un thermomètre, une trappe de visite pour pouvoir en contrôler l'intérieur et pour pouvoir physiquement nettoyer tout ce qui a pu s'accumuler, une chasse en point bas, donc une purge qui permet d'éliminer ce qui s'accumule en partie basse, et également une anode sacrificielle, c'est un point important, c'est une protection anti-corrosion qui doit être vérifiée 2 fois par an. Vérifiez bien que c'est le cas dans votre contrat de maintenance, puisque une fois que cette anode est consommée, c'est votre réservoir qui est consommé, c'est là que vous commencez à avoir la corrosion que je vous ai montrée auparavant. Venons-en à la production solaire de l'eau chaude sanitaire. On va devoir trouver le bon équilibre entre la performance énergétique, on cherche bien évidemment à faire des économies d'énergie, sans compromettre la sécurité sanitaire de votre installation. Le principe le plus courant et qui était encore largement répandu jusqu'en 2015, ce n'est plus le cas à présent, c'était de préchauffer un gros volume d'eau par l'intermédiaire de capteurs installés généralement en toiture, qui cèdent leurs calories via un échangeur à plaques. Vous vous rappelez de la fonction de découplage. Les calories sont cédées du capteur au volume de stockage qui sert d'accumulateur de calories, plusieurs milliers de litres en général. Ce volume permet de préchauffer l'eau lorsque les calories sont disponibles, puis une source d'appoint d'énergie permet de faire le complément pour atteindre la température souhaitée, c'est-à-dire 60 degrés dans notre cas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de cette installation, tout ce qui se trouve là encore à droite du pointillé est de l'eau sanitaire dont on doit garantir la qualité. L'enjeu dans le cas du solaire, c'est que les températures sont très variables, dépendantes évidemment de l'ensoleillement. Les montées quotidiennes à 60 degrés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne sont donc pas garanties sur les ballons de préchauffage solaire. Et à contrario, des montées à plus de 70 degrés peuvent avoir lieu avec des conséquences dont on a parlé tout à l'heure et la nécessité d'un mitigage en sortie. Comme c'est basé sur l'accumulation, les volumes sont conséquents. On parle de plusieurs mètres cubes à chaque fois. Donc, c'est aussi quelque chose qui prend de la place et qui nécessite une maintenance importante si c'est de l'eau sanitaire. La question étant, comment est-ce qu'on garantit l'absence de prolifération des bactéries dans un grand volume d'eau dont on ne maîtrise ni la température ni le comportement hydraulique? Eh bien, vous avez bien vu que l'eau préchauffée est ensuite chauffée à 60 degrés par l'énergie d'appoint. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir la température souhaitée. Par contre, on n'est pas certain que le couple temps-température dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir l'effet de désinfection, est respecté dans tous les cas. L'exemple du passage d'une eau préchauffée dans un échangeur à plaques, l'eau va atteindre tout de suite 60 degrés. En revanche, ce sera en quelques secondes. Donc, on n'aura pas cet effet de désinfection qui serait nécessaire. Donc, il y a cette incertitude dans le cas d'installation solaire qui présenterait un grand volume sanitaire. Donc, bien entendu, chaque ballon solaire à usage sanitaire doit faire l'objet d'un entretien rigoureux. Est-ce que l'installation le permet? Quel en est le coût? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Voici, pour fixer les esprits, et parce que ça peut être le cas de certains d'entre vous, le type d'installation qui était encore couramment réalisé jusqu'à il y a quelques années.
L'objectif était l'efficacité énergétique, la partie sécurité sanitaire étant largement occultée. Donc, voilà un exemple d'installation en plus surdimensionnée avec un total de 9 mètres cubes d'eau sanitaire, dont 4 mètres cubes d'eau de préchauffage solaire, les 2 ballons de droite étant équipés de résistance électrique pour faire l'appoint. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les 2 premiers ballons, on ne maîtrise absolument pas la température et que l'eau de ces 2 ballons-là est ensuite injectée dans les ballons 3 et 4 pour ensuite partir sur le réseau. Voilà ce que ça donne sous forme de schéma de principe. Je ne m'attarde pas, mais simplement pour que vous compreniez que l'eau froide sanitaire passe bien dans les 4 ballons successivement avant de partir sur le réseau. Donc, il faut bien s'assurer de la qualité de l'eau dans ces 4 ballons. Et la difficulté, c'est sur les ballons solaires, on ne maîtrise pas la température. Donc ça, c'était le cas de figure majoritaire dont on est largement revenu. Et les schémas de principe qu'on vous proposera à présent en solaire sur des établissements type EHPAD, ce seront des installations dites en volume technique ou en eau morte. Le principe est le suivant. On a le même principe que tout à l'heure avec un volume d'eau qui va servir de stock de calories. Seulement, ce volume est dissocié du volume sanitaire par l'intermédiaire par exemple, d'un second échangeur à plaques. La fonction de découplage est respectée et donc l'eau froide n'est injectée qu'à cet endroit-là, à droite. La qualité de l'eau à gauche du pointillé bleu n'a plus d'importance. On s'intéresse uniquement à ce qui se trouve sur la partie sanitaire et donc on se retrouve avec un stock d'eau sanitaire, d'eau chaude sanitaire qui peut n'être de que quelques centaines de litres, par exemple dans le cas d'une production semi-accumulée. Et dans tous les cas, on ne s'occupe plus de la qualité de l'eau qui se trouve dans les gros ballons que vous avez vus tout à l'heure. On s'exonère du risque légionnel sur les gros ballons. Voici un exemple en photo. À gauche, 2 ballons solaires, un échangeur à plaques au niveau du pointillé bleu, qui donc permet d'isoler ces ballons solaires de l'installation sanitaire. Et donc, côté sanitaire, un échangeur à plaques, le tout petit en bleu ici, et puis couplé à un ballon tampon sanitaire pour assurer, là encore, les besoins de pointe de l'installation. Mais donc, le volume sanitaire, c'est en tout et pour tout 1000 litres ici. Et c'est sur ces 1000 litres qu'il faut s'assurer de la prévention du risque légionnel, donc un seul ballon à entretenir au lieu de 3. Un autre exemple un petit peu différent, je vous ai parlé de découplage entre eau technique et eau sanitaire par l'intermédiaire d'un échangeur à plaques. Il existe une autre solution, c'est l'échangeur immergé. Le ballon ici en gris au centre de l'image. Voici un plan de coupe. Vous avez deux serpentins concentriques. Le petit serpentin en bas, c'est celui dans lequel transite le fluide caloporteur en provenance des capteurs solaires. Donc, c'est de là que viennent les calories. Elles sont transmises au volume du ballon, qui est un volume mort. Et une deuxième épingle concentrique est alimentée en eau froide sanitaire, se réchauffe en baignant dans ce volume mort et ressort à la température de préchauffage, donc si les calories sont disponibles. Là encore, la pointe est assurée par un échangeur à plaques couplé à un petit ballon tampon qu'on voit un petit peu en blanc derrière. Dans le cas de cette installation, le volume tampon est encore plus petit. On a un volume sanitaire total de 530 litres seulement. Là encore, un risque légionnel beaucoup plus simple à appréhender. Je passe rapidement sur un principe dont on commence à entendre parler, c'est l'utilisation des calories solaires pour réchauffer le bouclage d'eau chaude sanitaire. Concrètement, on essaye de maximiser l'utilisation des calories, puisque les calories solaires sont produites principalement l'après-midi, alors que les besoins, notamment en EHPAD, d'eau chaude sanitaire sont concentrés sur la matinée. Donc l'idée, c'est d'essayer, lorsque le ballon est suffisamment chaud, de dériver le retour de boucle, qui doit être supérieur à 50 degrés, vers le ballon solaire pour y récupérer les calories disponibles. Donc ça nécessite un pilotage un petit peu particulier. Ça donne des schémas de principe un peu plus complexes. Donc, vigilance si ce type d'installation vous est proposé. Ça peut fonctionner, mais il faut que ce soit bien réglé. Concrètement, le bouclage de chaude sanitaire, c'est le poste peut-être principal de dépense d'énergie sur l'eau chaude sanitaire. Ça fonctionne 24 heures sur 24, c'est à plus de 50 degrés, donc c'est vraiment une consommation importante. La consommation est pour le coup constante. Et l'idée de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire est séduisante dans ce cas-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les schémas de principe sont un peu particuliers, donc il faut vraiment veiller à ce que ce soit bien conçu et bien réglé. Et donc, évaluer ces solutions techniques à la fois sur la partie conception et sur la partie exploitation. Un accompagnement sur ce plan est vivement recommandé. Et vous avez le réseau Socol soutenu par l'ADEME pour vous y référer. Réussir son installation sanitaire, ça veut donc dire s'assurer avant tout de la pertinence d'une solution solaire thermique. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut commencer par connaître ses besoins en eau chaude sanitaire, poser les compteurs. Il faut les estimer au plus juste dans le cas d'un projet neuf.
Un besoin en eau chaude sanitaire sur un EHPAD, c'est 15 litres par personne, par lit, et non pas 40 comme on peut encore en entendre parler. Il faut bien évidemment bien dimensionner son installation. Trop d'installations solaires, malheureusement, jusqu'à présent, ont été surdimensionnées avec un certain nombre d'inconvénients, voire de dysfonctionnements. Donc, faites-vous évidemment accompagner par un bureau d'études spécialisé. Vous avez un réseau RGE Calisol qui vous certifie que le bureau d'études est bien formé au nouveau schéma de principe. Et puis, bien évidemment, il faut que cet accompagnement aille de l'étude préliminaire jusqu'à la mise en service qui doit être dynamique, c'est-à-dire qu'on doit tester une installation solaire lorsqu'il y a du soleil. Lorsque l'installation est en exploitation, il faut la comprendre, disposer d'un descriptif complet, identifier les indicateurs de performance clairs, tels que le rendement par mètre carré de capteur et par an. Une valeur à retenir, c'est 350 kWh par mètre carré de capteur par an. C'est un minimum. Il faut simplement savoir où la lire et puis la récupérer. Il faut bien évidemment solliciter sans délai un diagnostic technique si on constate un problème, et puis programmer un bilan annuel pour confronter aux prévisions qui vous ont été proposées dans le cadre de la conception de l'installation. Vous avez un carnet de santé de l'installation solaire qui est à télécharger sur le site de l'ADEME à cette fin. Juste pour préciser, dans le cas du premier type de schéma de principe que je vous ai présenté, les nombreux ballons solaires avec le gros volume qui étaient tous en eau sanitaire, une étude, Légiosol, réalisée en 2019, a essayé de comprendre dans quelle mesure ces installations, qui sur le papier ne sont pas du tout optimales pour la prévention du risque légionnel, produisaient effectivement des légionnels. Alors, sur 10 installations auditées, on a eu la bonne surprise de constater que finalement, en sortie du dernier ballon, il n'y avait pas forcément de légionnels. Donc, soit l'effet température du système d'appoint a fonctionné, soit le renouvellement du volume d'eau est suffisant pour ne pas laisser le temps aux légionnels de se multiplier. Quoi qu'il en soit, ce sont des installations qui sont potentiellement à risque, donc il faut bien évidemment ne plus reproduire. Et puis pour les existantes, essayer de les faire évoluer vers des systèmes en eau technique. Sachez qu'on peut modifier une installation, la transformer pour découpler le solaire du sanitaire. La mise à niveau est possible lorsqu'elle est possible, pardon, ce n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'elle est possible, son surcoût est généralement compensé par les progrès réalisés. Et donc, bien évidemment, sur du neuf, on partira sur de l'eau technique pour ne pas avoir à gérer ce type de problème. Sachez simplement pour conclure qu'on peut tout à fait concilier la performance énergétique et l'impératif sanitaire dans le cadre notamment du préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire. On sait le faire à présent. J'en viens à l'aspect maîtrise du risque légionnel sur tout le réseau d'eau chaude sanitaire. On a parlé de la production, mais bien évidemment, la prévention ne s'arrête pas là. On va travailler beaucoup sur l'effet température, sur toute la partie réseau de distribution commune. Et puis, je vous parlerai après de la partie terminale, tout ce qui est au-delà de la gaine technique. Je fais une tout petite aparté parce que certains d'entre vous sont peut-être concernés. Le maintien en température d'un réseau d'eau chaude sanitaire peut être effectué par des cordons chauffants électriques. Si c'est votre cas, sachez que c'est rarement une solution vraiment fiable pour la prévention du risque légionnel, tout simplement parce que historiquement, ces cordons qui étaient installés depuis les années 90, c'est des cordons qui chauffaient plutôt à 45 degrés qu'à 55. Donc, si c'est votre cas et si vous connaissez le rendement de vos cordons chauffants, regardez s'il est possible, en général c'est le cas, de faire évoluer l'installation vers un bouclage d'eau chaude sanitaire. Et si, à contrario, vos cordons peuvent chauffer à plus de 55 degrés, veillez à ce que ce soit bien le cas et à ce que ce soit le cas jusqu'au bout du réseau. C'est une installation électrique avec des boîtiers de dérivation à intervalles réguliers. Donc, vous pouvez avoir des surprises, avoir un boîtier qui ne fonctionne pas et du coup, toute une partie de votre réseau qui n'est pas maintenu en température. En général, vos équipes vous le feront savoir en vous signalant que l'eau chaude est longue à venir à l'extrémité du bâtiment. Je ne vais pas m'attarder sur les cordons pour me concentrer sur la majorité des installations et ce qui est bien évidemment préconisé, le bouclage d'eau chaude sanitaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'assurer le maintien en température du réseau simplement par une circulation, à l'instar d'un réseau de chauffage. En très plein, vous avez le réseau d'eau chaude qui alimente bien évidemment tous vos points d'eau. Le principe du bouclage, c'est qu'à l'extrémité de chaque antenne, de chaque colonne ou de chaque collecteur, on vient récupérer l'eau qui n'a pas été utilisée par l'intermédiaire d'une deuxième canalisation, c'est en pointillé. On coupe une pompe et donc toute l'eau qui est arrivée en bout de réseau repart vers la production d'eau chaude. La circulation est permanente et donc l'eau qui n'a pas été utilisée revient à la production pour récupérer les quelques degrés qu'elle a perdus sur le trajet. Bien évidemment, on a des déperditions calorifiques sur le trajet,
Donc il faut qu'on puisse les compenser. Et donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut s'assurer que le maintien en température soit à la fois homogène et suffisant. Voilà ce que ça représente. On veut maintenir en température toutes les parties communes. Les quelques derniers mètres de canalisation, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des volumes très faibles. Un exemple de gaine technique, le placard qui se trouve à l'entrée de la plupart des chambres. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir plusieurs canalisations. Ici, c'est deux colonnes d'eau froide et colonnes d'eau chaude. Et puis la troisième canalisation, un petit peu plus petite, là, qui est entourée, c'est le retour de boucle, schématisé également à côté. C'est couplé à un petit organe qu'on appelle ici un T de réglage. Préférentiellement, ce seront des vannes d'équilibrage. Le T de réglage est un petit peu rudimentaire. Je vous expliquerai sa fonction juste après. Je voulais simplement vous signaler que dans ces cas-là, il est très important d'avoir un calorifugage. Vous avez vu la proximité des canalisations d'eau chaude et d'eau froide. Si, par exemple, l'eau chaude n'est pas calorifugée, ni l'eau froide, ça arrive encore souvent, vous allez avoir un radiateur à proximité d'une canalisation d'eau froide et vous allez allègrement dépasser les 20-25 degrés sur votre eau froide, donc créer potentiellement un risque de légionnelle sur l'eau froide. Pour identifier un recyclage, quand vous avez 3 canalisations, c'est toujours la plus petite section des 3. Voilà. On a un défaut de conception ici que je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà, j'insiste bien sur l'importance du calorifugage de l'eau chaude et de l'eau froide. Les points clés pour le bon fonctionnement d'un bouclage, c'est donc, on en revient toujours aux mêmes consignes, plus de 55 degrés en départ de boucle. On a produit à plus de 55, on va également distribuer à plus de 55 degrés, simplement pour pouvoir revenir à plus de 50 degrés. Il y a des pertes calorifiques incompressibles qu'il faut anticiper. Donc, si on part à 50 degrés, on n'aura pas 50 degrés sur notre réseau. Et les réseaux ne sont pas tous aussi performants. Certains perdent plus de 5 degrés sur le trajet. Donc, pour que les pertes calorifiques soient maîtrisées, il faut que les vitesses de circulation soient quand même suffisantes et que le calorifugage soit pour sa part performant. L'ensemble du bouclage doit donc circuler en permanence. Le réseau doit pour cela être bien conçu et son équilibrage doit être réalisé. Je vais revenir sur cette notion. C'est la notion d'homogénéité du maintien en température. On maîtrise ainsi à la fois la température et la stagnation, qui est un autre facteur favorisant la prolifération des légionelles. Pour s'assurer du bon fonctionnement d'un réseau et donc d'un bouclage sanitaire, un outil très simple et très intéressant, c'est le suivi des températures. Ça peut être un suivi ponctuel. Idéalement, on va essayer de s'orienter plutôt vers un suivi en continu, soit à l'aide d'enregistreurs autonomes, des petits boîtiers qui ne coûtent pas très cher, 100 à 200 €, plus quelques sondes. Et on va s'assurer que ce suivi est assuré non pas uniquement au niveau de la production, mais également sur quelques boucles d'eau chaude sanitaire représentatives de votre réseau, parce que votre réseau en comporte forcément plusieurs et qu'elles ne sont pas nécessairement homogènes. Voici l'exemple d'un établissement vu de dessus. Chaque trait rouge correspond à une boucle d'eau chaude sanitaire. Les traits sont très fins, mais imaginez que chacune des petites colonnes ici est bien une boucle. On avait sur cet établissement un total d'environ 50 boucles de chaude sanitaire. Le bureau d'études avait été ambitieux, et c'est assez souvent le cas. Voici la carte thermique qui correspondait, que j'ai pu réaliser en utilisant des enregistreurs de température posés en différents endroits stratégiques. Le maintien en température est assuré sur la partie rouge, beaucoup moins sur la partie mauve. On était plutôt sur des températures favorables aux légionelles. Et puis sur les parties en bleu, c'était des boucles qui ne circulaient pas du tout, maintenues à température ambiante. Le problème de ce réseau provenait du fait qu'il était trop complexe hydrauliquement, trop de boucles, donc impossible à équilibrer. La préconisation d'un bureau d'études spécialisé a été de réduire drastiquement le nombre de boucles. Concrètement, on a éliminé toutes les boucles secondaires qui passaient dans les gaines techniques de chaque chambre parce que les distances et les volumes d'eau en jeu étaient très faibles. De 50 boucles, on est passé à 7 boucles, uniquement les parties communes passant en faux plafond, et on a récupéré sans problème un réseau à la fois homogène et fonctionnel. Ce qui se passait, c'était la chose suivante. Les boucles les plus proches de la production de chaude sanitaire circulaient très bien, simplement parce que le chemin pour l'eau était plus court. Et plus on s'éloignait du réseau, plus la température était basse, la circulation lente, et donc les déperditions importantes. Alors parfois jusqu'à l'absence de maintien en température pour certaines boucles. Donc simplement ce schéma pour vous rappeler que le suivi de température au niveau de la production d'eau chaude sanitaire ne suffit pas. Il faut vraiment le compléter, au moins dans une phase d'audit, par des suivis éloignés de la production. Et puis, une fois qu'on s'est assuré qu'on avait tout fait pour que c'était homogène, le valider de temps en temps, par exemple par la pose de thermomètre qu'on ira relever une fois par mois, par exemple. Le principe de l'équilibrage dont je vous parlais tout à l'heure, l'équilibrage de l'eau chaude sanitaire, le fait de s'assurer que l'eau qui circule dans le réseau circule bien partout, eh bien, c'est réalisé par l'intermédiaire d'organes qui s'appellent tout simplement des vannes d'équilibrage. Ce sont des vannes qui, contrairement aux vannes quart de tour, s'ouvrent
complètement en plusieurs tours, 4 à 7 tours. Donc, on peut maîtriser très finement leur ouverture, c'est schématisé en dessous. Le principe de l'équilibrage est finalement assez simple. Il s'agit de brider, donc en fermant les vannes d'équilibrage, les boucles qui sont les plus proches de la production ou généralement les plus favorisées. On empêche l'eau de passer trop facilement dans les boucles les plus favorisées pour l'obliger à aller chercher la boucle suivante et ainsi de proche en proche, aller jusqu'au bout du réseau. Donc, plus on s'éloigne de la production, plus les vannes d'équilibrage en général sont ouvertes. La dernière vanne étant généralement complètement ouverte, on n'essaie pas de créer des contraintes sur une boucle qui est déjà favorisée. Sachez simplement qu'il existe, qu'on vient de plus en plus à des schémas de plus en plus simples en termes d'architecture de bouclage d'eau chaude sanitaire, et même parfois des bouclages horizontaux, contrairement au bouclage en colonne que je vous ai montré auparavant. L'idée, c'est d'avoir le moins de boucles possible pour avoir un équilibrage le plus simple et le plus fiable possible. Ici, sur 4 niveaux de chambre, avec 2 collecteurs bouclés, on arrive à maintenir en température l'ensemble du réseau. Je vous parlais tout à l'heure d'un défaut de conception sur la photo que je vous présentais. C'est un problème qu'on rencontre parfois. Sachez que l'eau que l'on chauffe dégage du gaz, de l'air, et donc cet air s'accumule dans toutes les parties hautes de votre réseau. Ici, une colonne, bien évidemment, c'est une partie haute, et vous voyez que l'air peut se trouver piégé entre l'antibélier qui se trouve sur la photo et la petite crosse qui est matérialisée, qui est le sommet de la boucle. Si trop d'air s'accumule, la boucle est désamorcée, la circulation ne se fait plus. Pour éviter ce cas de figure, 2 solutions. Soit on fait en sorte que l'antenne qui alimente la dernière chambre est piquée au-dessus de la crosse que constitue le bouclage. Dans ce cas-là, l'air qui sera accumulé sera toujours éliminé dès qu'on ouvrira un robinet. Soit on peut trouver quelquefois la pose de purgeurs d'air qui vont avoir cette fonction-là d'élimination de l'air. Les purgeurs sont généralement automatiques, ou parfois manuels, mais l'important c'est de savoir qu'ils existent et puis s'ils existent, de s'assurer qu'ils fonctionnent. Quelques pièges supplémentaires à éviter sur un bouclage d'eau chaude sanitaire. Il est malheureusement très courant que le bouclage ne soit pas homogène. Dans ce cas-là, le prestataire, par exemple, va avoir tendance à vous proposer de mettre un circulateur, une pompe plus puissante. Sachez que ça ne fonctionnera pas. Ça va pousser l'eau plus fort dans les boucles qui fonctionnent déjà, mais ça ne poussera pas l'eau jusqu'au bout du réseau. Ça ne résoudra pas un défaut d'équilibrage. Les boucles défavorisées le resteront. La solution, c'est bien d'effectuer un diagnostic hydraulique, de comprendre pourquoi l'équilibrage n'est pas bon, et puis de faire les modifications nécessaires. Autre point assez courant, un recyclage d'eau chaude sanitaire peut être colmaté ou fermé par erreur. Ça devient un bras mort permanent. Concrètement, l'eau chaude peut toujours arriver au robinet. En revanche, la circulation ne se fait pas, donc la partie recyclage, la troisième petite canalisation, eh bien, ne circule jamais. C'est un bras mort permanent et donc ça va contaminer par rétrocontamination les chambres de la colonne concernée, voire les chambres voisines. C'est difficile à détecter si on ne voit pas la gaine technique pour aller toucher la canalisation. Vraiment, le toucher, c'est tout simple, mais si vous allez l'après-midi ouvrir vos gaines techniques ou vos faux plafonds, et si vous allez toucher vos canalisations d'eau chaude sanitaire, vous saurez tout de suite si une boucle circule ou ne circule pas. Enfin, le suivi centralisé des températures, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des productions d'eau chaude sanitaire, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas représentatif de votre réseau. Donc, vous pouvez avoir des températures très bonnes en départ et en retour, et malgré tout, avoir des gros problèmes de mettre en température sur votre réseau. Donc, j'insiste sur l'importance de vérifier les mesures aux extrémités, il y en a rarement une seule, aux extrémités de votre réseau de chaude sanitaire. L'importance du calorifugage également. Voici une photo thermique d'un faux plafond au cours de l'eau chaude sanitaire, également du chauffage. Vous voyez qu'il peut y faire très chaud. On a pas mal de ponts thermiques. On a un calorifuge qui fait ce qu'il peut. Malgré tout, il fait assez chaud dans ce faux plafond. Sachez qu'il y a également de l'eau froide qui transite ici. Donc, l'eau froide peut également se réchauffer. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que le calorifugage doit être bien réalisé avec une classe de calorifuge suffisante pour assurer vraiment un minimum de déperdition. Ça va vous permettre de ne pas réchauffer les portions qui ne doivent pas l'être, et puis ça va vous permettre également de maîtriser les déperditions calorifiques, évidemment, et donc votre consommation d'énergie. Voici une photo d'une chaufferie avec préchauffage solaire. Tout est bien calorifugé, comme vous pouvez le voir, sauf le corps de chauffe ici, l'échangeur à plaques qui aurait dû être équipé d'une coque. Elles sont généralement proposées par le fournisseur, mais en option. Donc, veillez là aussi, si vous avez des échangeurs à plaques, à ce que ces échangeurs soient calorifugés. Gros poste de déperdition, il va faire chaud dans votre chaufferie si ce n'est pas le cas. J'en viens, et je vais essayer d'être assez rapide, aux autres facteurs de dégradation de la qualité de l'eau dans les installations collectives. C'est tout aussi important que la maîtrise de la température pour vous assurer que vous n'avez pas de prolifération de légionelles dans votre réseau.
D'abord, la stagnation. La stagnation qui concerne à la fois l'eau froide et l'eau chaude. L'eau froide dans un établissement type EHPAD ou hôpital ne sert pas uniquement à l'eau froide sanitaire. Vous avez d'autres réseaux, type réseau d'arrosage, qui sont également piqués sur le réseau d'eau froide. Assurez-vous que ces réseaux-là, qui sont des réseaux techniques, qui ne servent pas, parfois, enfin peu, parfois pas du tout, que ces réseaux-là sont bien protégés contre les retours d'eau. C'est-à-dire que vous devez avoir des dispositifs anti-retour pour empêcher que cette eau stagnante ne puisse contaminer votre réseau d'eau froide sanitaire. Les lances des réseaux incendies armés, lorsqu'ils existent encore sur certains bâtiments, sont également concernés. Sur l'eau chaude et sur l'eau froide sanitaire, veillez à ce que tout ce qui est vanne fermée sur l'eau froide et l'eau chaude, par exemple en cuisine sous un lave-main, ben, c'est des configurations dont on ne veut pas, puisque à chaque fois, ça crée des bras morts. On verra tout à l'heure pourquoi ces vannes sont souvent fermées. C'est des problèmes de passage d'eau froide dans l'eau chaude qui sont généralement à l'origine de ça. Les bâtiments, enfin les pièces, pardon, dans des bâtiments notamment neufs, pour avec des réservations pour une future salle, une future baignoire, par exemple, qui n'a jamais été posée. On se retrouve avec des antennes d'eau froide et d'eau chaude de plusieurs mètres qui ne sont jamais purgées. Ce sont des bras morts permanents. Les locaux qui ont été réaffectés, d'anciennes chambres réaffectées en locaux de stockage, ça peut arriver. Ici, l'exemple d'une douche où sont stockées beaucoup de choses. Et la douche n'est donc jamais épuisée, mais bien évidemment, elle est en eau. Donc, tout ce qui se trouve derrière la paroi, c'est des antennes d'eau stagnantes et ça peut recontaminer votre réseau. Bien évidemment, tous ces points-là, il vous faut les recenser, les supprimer chaque fois que possible, les isoler du reste du réseau par des dispositifs anti-pollution, c'est-à-dire des clapets ou des disconnecteurs lorsque vous en avez. Et puis, pour les points d'eau qui sont peu utilisés, pas suffisamment, moins une fois par semaine, il faut organiser un soutirage régulier pour au moins renouveler le volume d'eau stagnant et donc empêcher l'installation de foyers de prolifération de légionnaires, qui sont souvent à l'origine de prélèvements positifs alors que le réseau lui-même est sain. Voici de quoi je parle. La gaine technique se trouve à gauche sur la photo ci-dessous. Et en pointillé, j'ai matérialisé les quelques mètres de canalisation, les antennes puis le flexible de la douche, qui stagnent lorsqu'on n'utilise pas la douche en question. Si un résident part plusieurs semaines en hospitalisation, la chambre en question ne sera pas utilisée, ça va stagner et ça va potentiellement permettre à des légionelles de proliférer ici, puis d'aller contaminer les chambres voisines. Donc le repère à se donner, c'est plus d'une semaine de stagnation, il faut faire couler. Comment on fait couler? Très rapidement, on fait couler l'eau froide et l'eau chaude. Les deux réseaux sont concernés par la stagnation au même titre. On fait couler une fois par semaine. Par contre, on fait couler le moins longtemps possible. On veut juste renouveler le volume stagnant. Donc, 1 minute, ça suffit amplement pour renouveler le volume stagnant. En général, quelques dizaines de secondes sera suffisant. Dans tous les cas, si vous ouvrez votre robinet d'eau chaude et que vous avez de l'eau chaude, c'est que vous avez purgé le volume stagnant. Je vous invite à faire le test sur un réseau qui est bouclé, qui est fonctionnel. En 10 secondes, vous allez avoir de l'eau chaude. En grand maximum 1 minute en eau mitigée, vous aurez purgé ce que vous avez à purger. On voit trop souvent des purges de 2, 3, 5 minutes. Vous consommez inutilement de l'eau, à plus forte raison de l'eau chaude que vous avez produite. Donc, le gaspillage se fait à plusieurs titres dans ces cas-là. Voilà les soutirages réguliers. Donc, dès que vous avez une chambre occupée, le soutirage se fait, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. En revanche, pour toutes les pièces qui ne sont pas occupées, ou bien trop peu souvent, ce qui est ici matérialisé en violet, il faut mettre en place un protocole et décider qui va faire couler au moins une fois par semaine. J'en ai déjà parlé. Je passe à la diapositive suivante. Il faut prévenir la contamination terminale jusqu'au pommeau de douche. On a vu tout à l'heure que c'était la source principale de contamination, la production de micro-gouttelettes. Sachez que dans un flexible de douche et dans un pommeau se dépose du biofilm avec le temps, c'est inéluctable, et que donc il est important de veiller à entretenir ces éléments de robinetterie, donc particulièrement les pommeaux, les flexibles, dans une certaine mesure les aérateurs également. Le problème, c'est que c'est très difficile à nettoyer. Il faudrait les détartrer, les rincer, puis les désinfecter et les rincer à nouveau. Sur le pommeau, ça peut être encore envisageable, même si ça va abîmer les chromes. Sur un flexible, ça devient franchement compliqué. C'est pour ça que la majorité des établissements se tournent vers le principe des kits jetables. Pommeau plus flexible, ça coûte vraiment pas cher. Et ça a le mérite de simplifier la traçabilité et l'entretien de tous les kits de douche. Un temps d'intervention minimal, une garantie de résultat, bien évidemment, sur le plan sanitaire. La traçabilité est favorisée. L'inconvénient, c'est que tous les ans, il faut les changer. Donc, on arrive à jeter des kits qui, au bout d'un an, sont encore en très bon état, mais malheureusement, dont on ne peut plus garantir la qualité sanitaire. On n'a pas trouvé de meilleure solution, malheureusement, pour le moment. Mais voilà, charge à chaque établissement d'organiser cet entretien. Je disais, pardon, le détartrage et la désinfection, c'est quand même des opérations assez lourdes. Donc, ça peut se faire encore sur des aérateurs, y compris sur les économiseurs d'eau. Alors, les économiseurs d'eau, c'est quelque chose qui vous est beaucoup proposé par le dispositif CEE.
c'est très bien, hein, pas de problème pour les… Il n'y a pas de risque particulier légionnel à installer des économiseurs d'eau. Simplement, il faut s'assurer qu'ils soient dans un bon état. Là aussi, pas d'entartrage. Donc, vous pouvez soit les remplacer, soit essayer de les nettoyer. Sachez, encore une fois, que beaucoup de prélèvements légionnels positifs sont simplement imputables à un entretien insuffisant des pommeaux et flexibles de douche. J'insiste parce que sur un prélèvement positif à la sortie d'une douche, si vous refaites le même prélèvement, simplement en démontant le flexible, en prenant à la sortie de la robinetterie, vous allez parfois avoir la bonne surprise de voir que votre eau est propre. Que c'est simplement son transit dans le flexible sale qui a abouti à la détection de légionelles. La limitation des débits, c'est un sujet qui est important pour la MAPES et qui est important pour tout établissement. Je le disais, pour les lavabos, n'hésitez pas à vous équiper d'économiseurs d'eau, si tant est que leur débit soit au moins de 6 litres minute, pour ne pas se créer de contraintes de confort et de temps d'obtention de l'eau chaude. Au niveau des douches, faites attention à ce qui vous est proposé. On voit passer des pommeaux de douche avec des débits de 5 litres minute, c'est trop peu pour avoir un confort d'utilisation et pour même être pratique dans le cadre de la toilette d'un résident. En plus de cela, vous allez avoir un temps d'obtention de l'eau chaude qui va être vraiment allongé. Donc, les pertinences d'économie d'eau sont à évaluer par chaque établissement au niveau des douches. Et si vous souhaitez mettre en place une économie d'eau, faites attention à ce que le débit soit quand même suffisant pour assurer un confort au niveau de la toilette. Au niveau des lavages de mains, les économies d'eau, c'est également la mise en place de robinetteries temporisées, mais réglez-les bien, hein, pas qu'elles coulent 2 minutes à chaque fois. Et puis les leviers type monocommande, où il y a un point dur à mi-course qui empêche de puiser à plein débit. Pardon. Je vous parlais tout à l'heure des passages d'eau froide dans l'eau chaude. Vous avez sous les yeux un enregistrement de température fait sur des canalisations d'eau chaude sur 3 jours. Et en fin de matinée, vous voyez que des chutes de température drastiques se produisent, quelques minutes, mais avec une amplitude très importante. Ça, ce sont des passages d'eau froide dans l'eau chaude. Ça intervient au niveau de certains types de points d'eau qui doivent être équipés de clapets. J'ai mis en photo un mitigeur thermostatique, c'est un exemple. Il y a des clapets à l'entrée d'eau froide et d'eau chaude de ces mitigeurs. Un clapet, ça peut se coincer ou ça peut se casser, mais il faut savoir que c'est là qu'il faut les chercher. Il y a d'autres points d'eau qui sont concernés, notamment en cuisine, les lave-mains à commande fémorale, les douchettes à commande déportée, qui sont sur mélangeurs généralement, et les 2 robinets eau froide et eau chaude sont ouverts en permanence. Faites le test chez vous, c'est garanti. Simplement, sur ces points d'eau, il faut que des clapets soient posés sur l'eau froide et sur l'eau chaude. Les clapets empêchent l'eau de revenir dans le réseau. Donc, c'est votre protection simple et maximale contre les phénomènes d'interconnexion qui vont à la fois créer un inconfort. Hein, vous allez laver votre salade à l'eau chaude ou bien vous allez prendre votre douche à l'eau froide. Dans les 2 cas, ce n'est pas agréable. Et puis, du point de vue du risque légionnel, dès qu'on impacte la maîtrise de la température, on crée un risque. J'en finis avec la traçabilité. Le carnet sanitaire, c'est un outil qui vous est demandé par les autorités sanitaires et qui est vivement conseillé de mettre en place sous une forme qui vous convient. Le format classeur est généralement utilisé puisqu'il permet de centraliser pas mal de documents de nature différente, mais ça peut être un carnet sanitaire numérique, bien évidemment. On est à l'époque de la dématérialisation. Ses fonctions sont multiples, centraliser les documents d'exploitation, les plans des réseaux, les listes de points de puisage, à la fois connaître son installation et transmettre ses connaissances. On y archive toute la partie traçabilité des interventions, les procédures de maintenance préventive, les relevés de compteurs. On y stocke également tous les critères de surveillance des points critiques, les résultats d'analyse, les résultats de suivi des températures d'eau chaude sanitaire, que ce soit des courbes ou des tableaux, et puis les fiches de traçabilité des puisages des points d'eau peu ou pas utilisés, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un document donc de référence en interne et en externe. Encore une fois, ça peut vous être réclamé dans le cadre d'une inspection sanitaire. Pour terminer, en 1 minute, je voulais vous parler des prélèvements légionnels. Comment est-ce qu'on doit les faire et comment est-ce qu'on doit les interpréter. Ça va peut-être vous permettre de temporiser un petit peu lors de la réception d'un prélèvement qui serait défavorable. Leur fréquence, elle est simple, elle est annuelle, elle est obligatoire. Leur but, comme c'est annuel, c'est de valider les actions préventives, hein, évidemment, éventuellement de détecter des anomalies locales ou généralisées. On fait aussi peu de prélèvements que nécessaire. Ça a un coût non négligeable. Donc, ça veut dire qu'il faut établir un plan de prélèvement représentatif de votre réseau. Il y a des points réglementaires qu'il faut absolument faire. Lorsque vous avez des ballons d'eau chaude sanitaire ou un seul, il faut faire un prélèvement en fond de ballon, simplement pour valider l'entretien du ballon. Très important, lorsque vous avez un bouclage d'eau chaude sanitaire, il faut que vous puissiez faire un prélèvement sur le recyclage ECS général, juste avant la remise en chauffe. Si vous n'avez pas de légionnelle à ce niveau-là, c'est que vraisemblablement, vous n'en avez pas sur votre bouclage, si votre bouclage est équilibré, bien évidemment.
Donc ça, c'est un point de référence très intéressant. A contrario, si vous avez des logiciels ici, très probablement que vous avez un problème, par exemple, de maintien en température. Et puis, vous allez choisir au moins une chambre éloignée par portion de bouclage d'eau chaude sanitaire. Chaque réseau est différent, mais vous devez connaître votre réseau, en connaître les points faibles et définir quelques chambres que vous jugerez représentatives et qui vous permettront de jauger l'efficacité de votre maintenance préventive et de détecter un éventuel problème sur une partie éloignée de la production d'eau chaude sanitaire. On prélève en second jet, très rarement en premier jet. Le lieu, c'est généralement les douches, puisque ce sont les points d'exposition, bien évidemment. Donc, on va faire on va essayer de vérifier qu'il n'y a pas de légionnaires dans notre réseau, mais aussi vérifier qu'on ne fait pas courir de risque à nos résidents. Et donc, il faut à chaque fois préciser si, oui ou non, le pommeau de douche a été démonté, puisque c'est très important pour l'interprétation des résultats. La lecture des résultats, très important, on la contextualise, sans précipitation. Est-ce qu'on a dépassé la valeur cible? Je vais vous parler de la valeur cible en dernier point. Est-ce que c'est de la Legionella pneumophila ou est-ce que c'est d'autres types de Legionella, Legionella SPP? L'information n'est pas la même, le niveau de risque n'est pas le même. En cas de contamination, si sur votre plan de prélèvement, vous avez des résultats négatifs, est-ce que c'est tous les prélèvements ou est-ce que c'est quelques prélèvements? Si oui, lesquels? On essaie de circonscrire le problème géographiquement sur le site pour essayer de comprendre si on a une contamination généralisée ou localisée. Les actions correctives ne sont pas les mêmes. Sachez enfin qu'un choc thermique ou un choc chimique, c'est rarement la solution et c'est jamais la solution en première intention. On ne se précipite pas lorsqu'on a un prélèvement positif à faire un choc chimique ou un choc thermique, même si c'est poussé par votre prestataire, même si c'est suggéré par le laboratoire. Ça ne résoudra pas le problème, ça n'aura pas d'effet rémanent et puis ça risque à la fois de fatiguer votre installation et puis ça va être aussi très difficile à organiser, donc ça aura un impact non négligeable sur votre organisation et puis ça aura un coût également. Si vous êtes un EHPAD, la valeur cible, c'est 1000 légionelles par litre. Si vous êtes en dessous, vous n'avez pas de sécurisation à assurer au niveau de vos résidents. Vous devez bien évidemment vous demander pourquoi vous avez quelques légionelles, mais le niveau de risque n'est pas clairement établi. Le meilleur résultat que vous puissiez avoir, c'est inférieur à 10 légionelles par litre. UFC par litre, ça veut dire unité formant colonie par litre. Vous comprenez, légionelles vivantes par litre. Dans un établissement de santé, c'est différent. Le seuil de détection est plus sévère. C'est le seuil de tolérance, c'est le seuil de détection. Si vous détectez des légionella, pneumophila, vous devez mettre en place des actions correctives. La population n'est pas la même, les patients immunodéprimés sont nombreux, donc il ne faut absolument pas qu'on court le moindre risque. En conclusion, la prévention légionnelle, les quelques actions prioritaires pour ne plus se laisser surprendre. Je vous en ai beaucoup parlé, la maîtrise et le suivi des températures de chaude sanitaire. Ça nécessite de comprendre son installation pour savoir où faire le suivi et de surveiller régulièrement les températures, bien évidemment, pour ne pas se laisser surprendre. On lutte contre la stagnation autant que possible par des puisages réguliers pour tous les points d'eau qui ne sont plus ou pas utilisés. Il faut les identifier et organiser leur puisage hebdomadaire en eau chaude et en eau froide, 1 minute maximum. On entretient les points d'eau, des points d'usage à risque, les pommeaux et les flexibles principalement. Comme je vous le disais, le plus simple, c'est de les changer tous les ans. Vous pouvez essayer de les désinfecter, mais attention à la garantie de résultat. Et les aérateurs ou économiseurs d'eau, changer ou désinfecter une fois par an également. Enfin, vous devez programmer et donc prévoir vos prélèvements légionnels annuels sous réserve qu'ils soient bien représentatifs de votre réseau. Sur un EHPAD d'une centaine de lits, une demi-douzaine de points de prélèvement est généralement nécessaire si on n'a qu'une production d'eau chaude. Voilà. Bien évidemment, on ne se précipite pas sur une action corrective type choc thermique ou chimique si on a des résultats qui ne sont pas satisfaisants. On cherche à identifier là où les endroits où la prolifération s'est produite, pourquoi elle a pu se produire. Donc, on fait une investigation et puis on coordonne les actions préventives pour, dans tous les cas, sécuriser les résidents et puis retrouver une situation saine. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rafik. T'as tenu, c'est bon. Tu as dépassé des 2 minutes que moi j'avais dépassé au début. Donc bon. C'était rapide, je m'en excuse et encore une fois, le support va vous être mis à disposition et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Les SES, de toute façon, reste un poste énergétique très spécifique, assez complexe. Donc voilà, c'est normal. Je vois des gens là, voilà, il y a du vocabulaire, il y a des noms d'éléments, etc. Donc on va dire pas de panique. Hein, voilà, votre agent de maintenance comprendra les termes techniques qu'a utilisé Rafik. Voilà, et sur la fin, c'était on va dire sur la sécurité et les mesures. Donc voilà, pas de souci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je veux bien prendre rapidement 1 minute quand même. On a parlé du solaire thermique, donc, qui est une énergie renouvelable. Rapidement, il y a des subventions de l'ADEME là-dessus, hein, des subventions du Fonds Chaleur.
Donc, sachez qu'il y a jusqu'à 70% d'aide sur la partie étude de faisabilité et jusqu'à 45-50% d'aide, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie investissement. Donc voilà, quand on voit l'augmentation du prix de l'énergie fossile, les subventions de l'ADEME, l'ENR, qui dit eau chaude sanitaire solaire et EHPAD ouvert 7 jours sur 7 avec des gros besoins de chaude sanitaire, c'est vraiment le combo gagnant, on va dire, solaire thermique EHPAD. Donc vous avez sûrement un exemple d'un EHPAD à côté de vous qui dit que le solaire thermique ne fonctionne pas. C'est qu'il s'est fait mal accompagner, que ça a été surdimensionné. Maintenant, comme l'a dit Rafik, avec le cahier des charges de l'ADEME, etc., on a de très beaux retours d'expérience de solaire thermique qui fonctionnent très bien. Et on s'y retrouve quand on se fait accompagner par des bureaux d'études compétents et qu'on passe par les subventions de l'ADEME. Donc voilà. Je vois une question sur les kits jetables. À l'heure de l'économie circulaire, évidemment, Ouais. ces kits ne peuvent-ils pas être rendus aux fournisseurs pour nettoyage? Alors, il faut bien se rendre compte que ce sont des kits extrêmement peu coûteux. On parle de 2 € le kit. Et à ma connaissance, il n'y a pas de prestation de nettoyage de ces kits-là, justement, ne serait-ce que par leur complexité. Encore une fois, il faut une garantie de résultat. Et puis, il faut bien voir que ce sont des matériels un peu fragiles. Donc, les démontages, remontages sur ce type de matériel, ça va aboutir à de la casse au bout de 2-3 fois. Donc, je ne suis pas sûr qu'un prestataire accepte de prendre en charge le nettoyage de kits jetables. Malheureusement, effectivement, ce n'est pas satisfaisant sur le plan du développement durable, mais la solution n'existe pas encore pour réutiliser ces kits-là. Et autre point important, comme le disait Rafik, mais je me permets de le redire, sur les anciennes installations où il n'y avait pas de notion de volume mort, le solaire thermique pouvait générer de la légionnelle, effectivement. Aujourd'hui, dans les nouvelles installations, cette phrase n'est plus d'actualité. Vous ne pouvez plus sortir ça, la légionnelle crée le solaire thermique crée de la légionnelle, ce n'est plus possible avec les notions techniques de volume mort. Donc voilà, oubliez aussi cet aspect-là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, c'est bien de remettre un petit peu les choses à plat. Des fois, il y a beaucoup de on dit et on ne sait plus trop qui croire. Il y a des questions, je te laisse y répondre, Rafik, ou pas? Monsieur Papin demande si on peut échanger par mail par la suite pour la question des schémas de principe. Eh bien, écoutez, posez vos questions dans tous les cas. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas. Et quel est le type de matériaux préconisés pour les réseaux légionnels, cuivre, PER, HTA, etc. En théorie, tous supportent les températures élevées nécessaires à la prévention du risque légionnel. En pratique, le PER, faites attention puisque c'est un matériau, au même titre que les tubes multicouches, qui ne supportent pas très bien les chlorations. Je préfère le préciser à chaque fois, puisque le chlore rend le PER poreux et le multicouche contient du PER également. Si vous avez des installations qui comprennent du multicouche ou du PER, veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de désinfection chimique à base de chlore dessus. Il y a d'autres façons de faire des désinfections. Vous pouvez les faire à partir de peroxyde d'hydrogène ion argent, par exemple. Mais vraiment, la chloration, ça va dégrader votre installation. Peut-être pas la première fois, mais le tube multicouche, par exemple, est donné pour, je crois, 3 ou 4 désinfections chlorées dans toute la vie du tuyau. Donc, vous pouvez y arriver très vite. Voilà. Ok, merci Rafik. Voilà, il est 12h35, on a un petit peu débordé, désolé, mais voilà. Merci encore à Rafik pour sa clarté et le support. Merci à vous de vous être inscrits. Vous aurez un mail de ma part dans la journée. Donc, il y aura aussi un petit lien vers un questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour le compléter afin qu'on puisse s'améliorer pour les prochains. Donc voilà, l'eau chaude sanitaire est une chose, l'énergie renouvelable et le solaire en est une autre. Et il y a aussi l'efficacité énergétique avec le dispositif ETE et la journée du 14 juin prochain à Terra Botanica. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci Yoann, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.